Que feriez-vous si la personne qui a sauvé la vie de votre enfant se tenait à 20 pieds de vous et que vous ne connaissiez même pas son nom? Imaginez maintenant que vous découvriez que votre propre entreprise le savait depuis 3 ans et l'avait discrètement payé pour qu'il disparaisse. C'est cette nuit incroyable qu'une mère milliardaire s'apprête à vivre, 2 heures plus tôt. Rien de tout cela ne semblait possible, car pour tous les invités présents dans cette salle de bal, sa fille ne remarcherait plus jamais. Elle courait, sans trébucher, sans avancer en traînant les pieds, agrippant son déambulateur de ses 2 mains aux jointures blanchies. Elle courait, ses pieds nus claquant contre les bras de marbre froid, propulsant une fillette de 7 ans qui n'avait pas fait 10 pas sans aide depuis 3 ans, sprintant soudain, comme si toute sa vie dépendait des 10 secondes suivantes. Quelque part derrière elle, un micro continuait de diffuser une phrase dont personne dans cette salle de bal ne se souviendrait jamais de la fin, car 300 personnes venaient d'assister à quelque chose qu'elles ne pouvaient expliquer. Et les explications, en fin de compte, sont bien plus difficiles à trouver que les miracles. L'hôtel Fairmont Olympic resplendissait d'or ce soir-là. Comme toujours lors du gala Second Step, les lustres projetaient une lumière chaleureuse sur les tables rondes nappées de lin blanc. Un trio de jazz jouait une musique douce près du bar. Une douzaine d'enfants en fauteuil roulant et portant des attelles aux jambes riaient ensemble comme si toute la soirée avait été organisée spécialement pour eux. Ce qui, d'une certaine manière, était le cas. Camille Crowe se tenait à la tribune, vêtue d'un tailleur anthracite, à la coupe si impeccable qu'il ressemblait moins à un vêtement qu'à une armure. À 3400, c'était le genre de femme dont le nom faisait se redresser un peu plus les investisseurs sur leurs chaises. Elle avait fait de Crowe Neural Systems, une start-up née dans un garage de Bellevue, une entreprise spécialisée dans la conception de prothèses guidée par la seule pensée. Et elle dirigeait chaque pièce où elle entrait, de la même manière qu'elle dirigeait son entreprise, avec un contrôle total et rodé. Son seul bijou était la Rolex de sa défunte mère, portée sans bracelet à un poignet, sur lequel elle appuyait son pouce, chaque fois que le silence devenait trop pesant. « Chaque enfant, dit-elle au micro, d'une voix posée et bien rodée, mérite d'avoir la chance de courir à nouveau. » Debout là, sous la lumière du lustre, elle n'avait aucune idée à quel point cette phrase allait se réaliser, ni à quel point elle n'aurait pas son mot à dire sur la manière dont cela se passerait. Près du bord de la Seine, dans un fauteuil roulant bleu pâle qui, depuis plus de 3 ans, était devenu moins un équipement qu'une seconde peau, était assise la fille de Camille, Chloé. Elle en avait besoin depuis l'incendie, lorsqu'une chute survenue pendant le sauvetage lui avait causé une lésion médulaire qu'aucun spécialiste de Seattle ne pouvait expliquer entièrement. Certaines semaines, elle avait des sensations dans les jambes, d'autres non. Et tous les médecins que Camille consultait employaient le même terme prudent et incertain, incomplète. Âgée de 7 ans, au visage rond, elle était attentive d'une manière que la plupart des enfants n'étaient pas. Ses petites mains restaient enfoncées dans les poches de sa veste, un poing serré autour d'un bout de tissu qu'elle ne laissait jamais personne voir. Elle ne regardait pas sa mère prononcer son discours. Elle observait les poignets de chaque adulte qui passait suffisamment près d'elle. Son regard s'y posait d'abord, rapide et discret, comme si elle cherchait quelque chose qu'elle avait égaré il y a longtemps et qu'elle n'avait jamais cessé de chercher. Dehors, au-delà des hautes baies vitrées encadrant la salle de bal, le parking avec voituriers baignait dans la lumière des lampadaires au sodium. Le capot d'une Range Rover sombre était ouvert, et dessous, un homme vêtu d'une chemise en flanelle bleue délavée s'affairait avec la patience tranquille de quelqu'un qui faisait bien plus confiance aux machines qu'au microphone. Warren Brooks avait 38 ans, le physique de ceux qui ont passé leur vie à se servir de leurs mains plutôt qu'à parler avec elles. Toutes les quelques minutes, sans sembler s'en rendre compte, il tirait sa manche gauche vers le bas pour la faire descendre au-delà de son poignet. Son fils, Calvin, âgé de 10 ans, se tenait à ses côtés, lui tendant des clés comme si c'était la chose la plus naturelle au monde. « Papa, dit Calvin, en essuyant de la graisse sur le genou de son Jean, pourquoi tu ne portes jamais de manches courtes, même pas en juillet ?» Warren lui adressa ce sourire laconique qui met fin à une conversation avant même qu'elle ne commence et tira la manche d'un demi-pouce de plus vers le bas. Certaines habitudes qu'il avait acquises étaient bien plus faciles à conserver qu'à expliquer. À l'intérieur, Camille en arriva à la phrase qu'elle avait répétée une douzaine de fois devant le miroir ce matin-là.
Chaque enfant mérite d'avoir la chance de courir à nouveau, mais elle ne la termina jamais. En bas de la scène, Chloé poussa son fauteuil roulant si violemment sur le côté que la roue heurta le pied d'une chaise, faisant sursauter deux invités assis à proximité. Puis elle se leva, sans s'appuyer sur la coudoir, sans vaciller comme le préconisaient 3 ans de notes de kinésithérapie. Elle se leva simplement, de la manière tout à fait ordinaire dont n'importe quel enfant se lève d'une chaise, et courut tout droit vers les portes vitrées, tout droit vers l'inconnu agenouillé à côté de la voiture de quelqu'un d'autre. Warren leva les yeux juste au moment où elle l'atteignait. Sa main bougea par pur réflexe, tirant la manche vers le bas pour cacher ce qui se trouvait en dessous. Il avait une demi-seconde de retard. Chloé lui saisit le poignet de ses 2 petites mains, juste au-dessus de la ligne surélevée et estompée de la cicatrice, et prononça la phrase qui allait mettre fin à la soirée soigneusement organisée par tout le monde. Je m'en souviens. La bouche de Camille était encore grande ouverte, le mot « encore » sur les lèvres. Aucun son n'en sortit. Le micro pendait, oublié, à son côté, tandis que les 300 invités se tournaient, une table après l'autre, pour voir ce qui avait figé leur hôte au milieu de sa phrase. Chloé ne lâcha pas prise. Elle s'agrippa à cette cicatrice, comme on s'agrippe à la seule rampe solide d'un escalier dans l'obscurité, levant les yeux vers un homme qu'elle n'avait, d'après tous les documents officiels en possession de sa mère, jamais rencontré de sa vie. Ed Warren, qui avait passé 3 ans à perfectionner l'art discret de l'oubli, resta figé sous le réverbère. Les petites mains d'une fillette enserraient la seule partie de lui-même qu'il n'avait jamais cessé de cacher. Au fond de la poche de la veste de Chloé, oubliée pour l'instant, se trouvait un morceau de tissu à carreaux brûlés. Quiconque regardait d'assez près aurait remarqué qu'il correspondait à la manche que Warren ne cessait de tirer vers le bas, fil après fil, marque de brûlure après marque de brûlure. Personne ne regardait encore d'aussi près. À la fin de la soirée, tout le monde le ferait, et rien dans la vie que les 2 familles avaient soigneusement construite ne serait plus tout à fait pareil. Les murmures commencèrent avant même que Camille n'atteigne les portes. Des téléphones s'allumèrent un peu partout dans la salle de bal. Des dizaines de petits rectangles lumineux se tournèrent vers la fenêtre où se tenait une jeune fille en robe de soirée, agrippant le poignet d'un mécanicien, comme si sa vie s'était reconstruite autour de ce seul point de contact. Les talons de Camille frappaient le sol en marbre avec force et rapidité, chaque pas résonnant plus fort que le trio de jazz qui s'était tu quelque part derrière elle. Chloé. Sa voix sortit plus rauque qu'elle ne l'aurait voulu. « Chloé, ma chérie, viens ici. » Warren tenta de s'y prendre avec douceur. Il s'accroupit, libérant son poignet de l'étreinte de Chloé, avec la même patience minutieuse qu'il employait sur un boulon grippé. Lentement, régulièrement, sans force brusque. « Je crois que tu me confonds avec quelqu'un d'autre, ma chérie, » dit-il d'une voix suffisamment basse pour que seules Chloé et Camille puissent l'entendre. « Je ne suis pas celle que tu crois. » Chloé ne bougea pas d'un pouce. Elle désigna du doigt la cicatrice, à l'endroit précis où la peau se plissait, et formait un pli rose-blanc sur la peau bronzée de tan. Puis elle énonça le genre de détail que personne n'apprend à une fillette de 7 ans à inventer. « Tu t'es brûlée en poussant la fenêtre pour que je puisse me faufiler dehors. Je me souviens de la fumée sur ta chemise. Ça sentait le feu de camp qui avait mal tourné. » Ce fut le premier petit déclic qui allait faire basculer toute la soirée, car Warren s'immobilisa, sans paraître perplexe. Immobile, mais figé, comme un homme qui se tait lorsqu'un souvenir qu'il avait délibérément enfoui remonte de lui-même à la surface. Chloé plongea la main dans la poche de sa veste et en sortit le morceau de tissu à carreaux brûlés qu'elle portait sur elle depuis 3 ans, dont les bords étaient désormais adoucis par 1000 nuits passées à être manipulés par de petites mains. Elle le tint contre la manche de Warren. Le motif correspondait. Les traces de brûlure correspondaient. Même les coutures effilochées le long d'un bord correspondaient. Fil pour fil. Personne dans ce cercle de spectateurs ne dit un mot. Quelque part, une coupe de champagne posée sur une table résonna comme un coup de feu. Un serveur se figea en plein élan, un plateau de cocktail de crevettes en équilibre sur une paume, oubliant complètement ce qu'il s'apprêtait à en faire. Même le trio de jazz, qui en était à son 3e morceau, laissa la dernière note s'éteindre sans entamer la suivante. Camille s'approcha suffisamment pour le voir elle aussi, et quelque chose dans sa poitrine se noua, car elle se retrouvait à Bellevue, 3 ans plus tôt, sans l'avoir voulu. De la fumée noire,
tourbillonnant au plafond, du bois craquant quelque part au-dessus d'elle comme de la glace cédant sur un lac, et une paire de bras d'inconnu soulevant sa fille par la fenêtre quelques secondes avant que le toit ne s'effondre. Elle se souvenait d'avoir crié dans la fumée un nom qui n'appartenait à personne parmi ceux qui se tenaient là. Elle se souvenait que les ambulanciers lui avaient dit avec douceur que celui qui avait porté Chloé hors de là s'était déjà fondu dans la foule des voisins rassemblés sur la pelouse avant que quiconque n'ait pensé à lui demander son nom. Elle n'avait jamais vu le visage de cet inconnu. Elle avait passé 3 ans à se demander si elle n'avait pas tout imaginé, sous l'effet de la culpabilité et du chagrin, comme on fait parfois d'un souvenir trop douloureux pour être laissé vide un héros. Elle ne l'avait pas imaginé. Il se tenait à 6 pieds d'elle, une clé à molette à la main. « Je me souviens t'avoir sorti de là », admit Warren. Finalement, sa voix baissa tellement qu'on l'entendait à peine. Puis je me suis évanoui. Je me suis réveillé à Harborview 2 jours plus tard, et je n'arrivais pas à mettre clairement un visage sur tout ça. Je me suis dit que ce n'était pas à moi de chercher à en savoir plus. Je me suis dit que je n'étais qu'une personne qui se trouvait là par hasard. Chloé n'en avait pas fini. Tandis que les adultes discutaient par demi-phrases prudentes, elle avait subtilisé le téléphone de sa mère sur la table du podium où il avait été laissé. Et à présent, elle tourna l'écran vers eux deux pour leur montrer une capture d'écran qu'elle avait enregistrée à partir d'une publication Facebook que Camille avait rédigée, puis discrètement supprimée 3 ans auparavant, à la recherche du héros anonyme qui a sauvé ma fille de l'incendie. Le visage de Warren prit la couleur de la cendre. Il faillit dire quelque chose. Il ouvrit la bouche, puis il ravala ses mots. C'est alors que Calvin, qui était resté silencieux tout ce temps, agrippant une clé à molette comme une bouée de sauvetage, prit la parole avec la franchise et la simplicité propres aux enfants de 10 ans. « Papa m'a parlé une fois d'un gamin pris dans un incendie. Il a dit qu'il ne méritait pas qu'on se souvienne de lui pour ça. C'est pour ça qu'il n'a jamais rien dit. » Ces mots retombèrent au milieu du cercle comme une assiette qui tombe. Camille demanda à voix basse une pièce à l'écart pour discuter. Warren secoua la tête, posant déjà la main sur l'épaule de Calvin. « Je n'ai besoin de rien de ta part, » dit-il d'un ton neutre et définitif. « Je veux juste ramener mon fils à la maison. » Il aurait peut-être pu s'en tirer ainsi, si une invitée debout près de la porte n'avait pas déjà filmé toute la scène avec son téléphone. La vidéo a été mise en ligne en quelques minutes. Une vidéo de 30 secondes accompagnée de la légende. Une jeune fille paralysée court soudain vers un mécanicien. Qui est-il? Et elle s'est répandue dans les fils de discussion privée du gala, comme de l'eau renversée, se répand sur un carrelage, rapidement et dans tous les coins à la fois. Au moment où le téléphone de Camille s'est mis à vibrer, cela faisait près d'une décennie qu'il n'avait pas cessé de sonner. D'abord son directeur juridique, puis sa responsable de la communication, à bout de souffle. Il faut maîtriser la situation avant qu'un vrai média ne s'en empare. Il ne faut pas que ça fasse la une. Camille regarda Warren de l'autre côté du hall avec une expression aiguisée par 3 années passées dans les salles de conseil. Le regard d'une femme qui supposait, parce que c'était plus facile que l'alternative, que cet homme s'était présenté ce soir-là pour obtenir quelque chose, de l'argent, un moyen de pression, une histoire à vendre. Warren la regarda de la même manière, endurci par une version de cette même peur. Il supposait, parce que son propre passé le lui avait appris, qu'elle était à 2 doigts de lui proposer un autre chèque pour qu'il disparaisse discrètement, comme quelqu'un l'avait déjà fait autrefois. Aucun d'eux n'en dit mot. Ils n'en avaient pas besoin. Chloé vit leur visage réagir de la même manière au même moment, et quelque chose dans sa petite poitrine se brisa un peu plus. Elle vit le SMS s'afficher sur l'écran du téléphone de sa mère avant que Camille n'ait pu le retourner. « Garde ça secret. Ne laisse pas la presse s'en mêler. » Chloé ne dit rien. Elle se contenta de ranger cette phrase au fond d'elle-même, avec tout ce qu'elle apprenait à porter seule. Warren quitta l'hôtel, la main de Calvin dans la sienne, ses pas résonnant dans le hall, refusant toutes les tentatives pour en parler davantage. Camille ramena Chloé en silence, à l'appartement terrasse de South Lake Union. Les lumières de la ville défilaient derrière les vitres de la voiture comme un paysage sous-marin. Cette nuit-là, une fois l'appartement plongé dans l'obscurité et le silence, Chloé resta allongée, immobile sous ses couvertures, et compta jusqu'à 200, comme elle le faisait autrefois pendant les exercices d'évacuation incendie à l'école. Elle repensa à la façon dont la voix de sa mère avait résonné au téléphone avec l'avocat.
prudente et saccadée, comme si elle lisait des instructions sur une fiche plutôt que de parler avec son cœur. Elle repensa à la façon dont la main de Warren avait légèrement tremblé lorsqu'il avait rabattu sa manche pour la deuxième fois ce soir-là. Quelque part entre ces deux pensées, elle prit sa décision. Elle se leva, trouva son manteau et se glissa dans le couloir en passant devant la pièce où la femme de ménage laissait généralement une veilleuse allumée. Elle demanda au vieux chauffeur de la famille, celui qui lui glissait encore des bonbons au caramel de la poche de son manteau et qui la connaissait depuis avant l'incendie, à l'époque où elle avait encore 2 jambes en état de marche et où elle n'avait pas encore de raison d'étudier les poignées d'inconnus, de l'emmener dans un endroit où sa mère ne l'avait jamais laissé aller seule. Un garage à Ballard, dont les lumières restaient allumées bien après l'heure de fermeture, dans l'attente, comme les lumières d'un Porsche attendent qu'un enfant rentre enfin à la maison. Quoi qu'il y eût sous le bourdonnement des néons de ce garage, cela allait transformer une nuit difficile en quelque chose qu'aucune des 2 familles ne pourrait jamais effacer. Il avait menti en face à une fillette de 7 ans pour protéger son fils. Son entreprise avait payé un héros pour qu'il disparaisse afin de protéger une marque. Commentaire. Équipe Warren ou équipe Camille? Qui blâmez-vous le plus? Le garage sentait l'huile de moteur et le métal froid. Le genre de silence qui n'existe qu'une fois qu'une longue journée de travail a enfin pris fin. Un seul tube fluorescent bourdonnait au-dessus de leur tête, clignotant toutes les quelques secondes comme il le faisait depuis des années, et que Warren n'avait jamais vraiment pris le temps de réparer. Il y avait toujours la voiture d'un client payant qui passait avant ses propres problèmes. Brooks Auto se trouvait dans une rue calme de Ballard, coincé entre une laverie automatique et un magasin qui vendait des kayaks que personne n'achetait jamais en hiver. Et à cette heure-là, c'était le seul bâtiment du pâté de maison dont les lumières étaient encore allumées. Warren était penché sur une vieille Honda, l'esprit encore à moitié à l'hôtel, repassant en boucle le moment où la fille d'un inconnu lui avait saisi le poignet devant 300 personnes, lorsqu'il entendit des pas trop petits et trop légers pour appartenir à un adulte. Il leva les yeux. Chloé se tenait sur le seuil, toujours vêtue de sa robe de soirée, les cheveux ébouriffés par le vent du trajet en voiture, les joues roses à cause du froid. Son premier réflexe fut de chercher son téléphone pour appeler Camille. Son deuxième réflexe, celui qui le fit s'arrêter net, sortit de la bouche de Chloé avant qu'il n'ait pu passer à l'action. « Tu as laissé un commentaire anonyme sous la publication de maman, dit-elle. Je l'ai trouvé. Le compte s'appelait simplement « Just a Mechanic ». C'était toi. Warren ne répondit pas. Il n'en avait pas besoin. Son visage répondait à sa place, et c'était le genre de réponse qu'on ne peut plus retirer une fois qu'elle est sortie au grand jour. Il s'assit lourdement sur le tabouret métallique près de son établi, les mains tremblant légèrement, comme tremblent les mains, après avoir tenu quelque chose de lourd pendant bien trop longtemps, puis avoir enfin été autorisé à le poser. Car ce n'était pas seulement l'histoire d'un homme qui avait sauvé la fille d'un inconnu et s'était discrètement éloigné, satisfait de ne jamais recevoir de remerciements. C'était l'histoire d'un homme qui avait vu Camille le chercher, qui avait lu ses messages seul, la nuit, sur son téléphone, et qui avait tapé puis effacé une centaine de réponses, avant de finalement laisser un petit commentaire anonyme que personne n'était censé relier à lui. Il savait, et il avait délibérément choisi de rester caché. « Pourquoi tu n'as rien dit ?» demanda Chloé en s'approchant, la voix tremblante mais ferme sous la surface, comme un pont qui peut vaciller sous le vent sans jamais s'effondrer. « Je me suis souvenu de toi. Je m'en souviens. » Elle effleura à nouveau la cicatrice sur son poignet, plus doucement cette fois. Warren lui dit enfin la vérité, avec la franchise brute qui caractérisait tout ce qu'il disait. Il passait devant cette maison il y a 3 ans, en rentrant chez lui après un service de nuit, la radio à faible volume, ne pensant à rien de plus compliqué que ce qu'il allait préparer à Calvin pour le dîner. Puis il avait vu la fumée, d'abord épaisse et d'une couleur étrange à la lueur du Porsche, puis les flammes qui grimpaient le long du mur du fond. Ensuite, il avait entendu un enfant pleurer quelque part à l'intérieur d'une maison qui n'était pas la sienne. Il n'avait pas réfléchi. Il ne réfléchissait jamais dans des moments comme celui-là. Réfléchir était un luxe réservé à plus tard, pour ceux qui pouvaient s'en aller ensuite et ruminer ce qu'ils avaient fait. Il est entré par instinct, s'est gravement brûlé au poignet et à l'épaule, en arrachant le cadre de la fenêtre à main nue, et se souvient par bribes d'avoir passé une petite fille par l'ouverture,
et de lui avoir dit de courir vers les voisins sur la pelouse. Après cela, la nuit s'est adoucie aux contours, comme une photographie exposée trop longtemps, dont les contours s'estompent. Il a perdu connaissance quelque part entre la cour et l'ambulance. Lorsqu'il s'est réveillé 2 jours plus tard au Harborview Medical Center, les bras bandés jusqu'au coude, son souvenir de cette nuit-là s'était déjà dissipé comme de la fumée, flou, changeant, impossible à saisir avec certitude. Au moment où il se sentit suffisamment bien pour penser clairement, il s'était convaincu qu'il n'avait pas le droit de se manifester et de revendiquer un moment qui, dans le brouillard de son propre rétablissement, semblait appartenir à quelqu'un d'autre. Un homme meilleur, peut-être. Un homme qui méritait qu'on le remercie pour cela. Alors j'ai disparu, dit-il. Je me suis dit que c'était plus simple comme ça pour tout le monde. C'est alors que Calvin apparut dans l'embrasure de la porte, derrière Chloé. Il l'avait suivi, inquiet, dès qu'il avait remarqué que le pick-up de son père avait disparu de l'allée. Il prononça une phrase qui allait faire voler en éclats toute la nuit. Papa a gardé quelque chose. Il l'a caché sous le plancher. Il m'a dit que c'était un souvenir dont il n'avait pas le droit de parler. Warren se figea. Puis, lentement, comme un homme ouvrant une porte qu'il avait clouée exprès, il s'agenouilla près de son établi et souleva une planche de parquet mal fixée. En dessous se trouvait une petite boîte en métal rouillé. À l'intérieur, il n'y avait ni argent, ni quoi que ce soit d'autre à quoi on aurait pu s'attendre. Il y avait un bracelet à breloques d'enfant. Ses maillons étaient tordus et noircis à une extrémité, et une seule feuille de papier, pliée en 4 tant de fois, que les plis étaient devenus aussi souples que du tissu. L'écriture était tremblante, manifestement celle de quelqu'un allongé dans un lit d'hôpital. Une perfusion scotchée au dos de la main. « Si tu es toujours là, mène une belle vie. Ne pars pas à la recherche d'un inconnu. » Chloé fixa le bracelet un long moment avant de le reconnaître. C'était celui qu'elle portait la nuit de l'incendie, celui que tout le monde croyait avoir fondu quelque part dans les décombres avec la moitié de la maison. Ses doigts s'attardèrent au-dessus, mais ne le touchèrent pas. De la même manière qu'on hésite avant de toucher quelque chose qui semble à la fois trop important pour être réel. Puis Chloé sortit un autre élément de preuve, quelque chose qu'elle avait trouvé enfoui dans les fichiers de l'ordinateur portable de sa mère, alors que personne ne la regardait. Un contrat numérisé datant de 3 ans, intitulé « Aide à la relocalisation et à la confidentialité », portant la signature de Warren au bas de la page à l'encre bleue. Warren le regarda longuement avant de reprendre la parole, la voix devenue rauque et grave. « 2 hommes en costume sont venus me voir à Harborview avant même que je ne sois sevré des analgésiques. Ils ont dit qu'ils représentaient ta famille. Ils n'ont pas prononcé ton nom une seule fois. Je ne savais pas que c'était vous jusqu'à ce soir. Je savais seulement que le nom de famille figurant sur le document était Crow. Ils m'ont dit très poliment que si jamais je parlais publiquement, ils feraient en sorte que des gens commencent à poser des questions sur un père célibataire en deuil, sans femme, dont la maison avait failli brûler avec son enfant à l'intérieur. Ils n'ont jamais prononcé le mot menace. Ils n'en avaient pas besoin. Il baissa les yeux vers le contrat, comme s'il pesait plus lourd qu'un simple bout de papier. Je ne sais même pas s'ils auraient réellement pu faire quoi que ce soit à Calvin. Le tribunal des affaires familiales ne fonctionne pas aussi vite ni aussi facilement, même pour les gens fortunés. Mais je n'avais pas d'avocat qui aurait pu me le dire. Tout ce que j'avais, c'était une femme décédée, un enfant de 10 ans et 2 hommes qui semblaient très sûrs d'eux. Alors j'ai signé, j'ai pris l'argent, j'ai disparu. Pas pour moi, mais pour lui. Son silence n'avait jamais vraiment été lié à la honte de ce qu'il avait fait. Il était lié à la terreur de ce qu'il risquait de perdre en revendiquant ce qu'il avait fait. Un homme qui avait déjà enterré une épouse savait exactement à quelle vitesse une famille pouvait être déchirée par des forces plus grandes que lui, et lorsque 2 inconnus lui ont proposé un moyen facile de protéger la seule personne qui lui restait, disparaître lui semblait moins être un acte de lâcheté qu'enfin la seule forme d'amour qu'il avait encore le pouvoir d'offrir. Le héros que tout le monde dans cette salle de bal voulait célébrer et le père effrayé qui avait signé ce contrat sur un lit d'hôpital était en réalité le même homme depuis le début. C'était là le rebondissement qui bouleversait tout ce que le public croyait avoir compris. Ce n'était pas un homme qui avait vendu son silence pour son confort. C'était un père que la peur avait poussé à disparaître en silence, non pas à cause de Camille elle-même, qui n'avait jamais entendu son nom, mais à cause d'une machine qu'elle avait mise en place,
sans jamais songer à scruter de l'intérieur un appareil juridique et de gestion de crise formé bien avant cet incendie pour faire disparaître toute vérité gênante, discrètement, efficacement, avec ou sans ses instructions directes. Car Camille se tenait désormais dans l'embrasure de la porte. Elle avait remarqué à minuit et demi que Chloé n'était pas dans son lit, avait localisé son téléphone avec des mains qui n'arrêtaient pas de trembler et avait traversé la ville en voiture, toujours chaussée de ses talons gays-là, arrivant juste à temps pour entendre chaque mot de cette histoire. Sous la lumière fluorescente du garage, son visage avait pris la couleur du vieux papier. « Je n'ai jamais su ton nom », dit-elle d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. « J'ai publié tout ce message pour demander à Internet de m'aider à te retrouver. J'étais sincère. Je ne savais pas que les miens t'avaient déjà trouvé avant moi et t'avaient payé pour disparaître avant même que j'en ai eu l'occasion. » Le silence s'installa complètement dans le garage. Chloé regarda sa mère, puis Warren, et les larmes qu'elle avait retenues toute la soirée finirent par couler. Calvin restait figé, agrippé au bord de l'établi, comme s'il s'agissait de la seule chose stable qui restait dans la pièce. Warren ne dit plus un mot. Il se contenta de porter la main à sa manche et de la rabattre, plus lentement cette fois qu'il ne l'avait jamais fait auparavant, comme si la cicatrice en dessous s'était alourdie à chaque heure écoulée depuis la salle de bal. Le garage retenait encore son souffle après cette dernière révélation, lorsque le téléphone de Camille s'alluma dans sa main, vibrant contre sa paume comme un être vivant. Pas un seul appel, mais une succession d'appels à la suite. Des appels urgents, le genre de sonnerie qui ne signifie jamais rien d'autre que le fait que le sol s'est dérobé sous les pieds d'une entreprise pendant que son fondateur avait le dos tourné. Elle répondit sans bouger d'où elle se trouvait, car il n'y avait plus aucune possibilité, ce soir-là, de demander un peu d'intimité. L'écran s'emplit des visages froids et impassibles de son président du conseil d'administration et de deux de ses plus gros investisseurs de la série C, tous les trois déjà réveillés à près d'1 heure du matin, ce qui lui en disait long sur la portée qu'avait déjà prise la vidéo. Derrière eux, elle distinguait le coin d'une bibliothèque de bureau à domicile, une tasse à café, le mobilier ordinaire de vie, sur le point de prendre une décision très extraordinaire concernant la sienne. Il l'avait vu. Bien sûr qu'il l'avait vu. Une vidéo granuleuse de 30 secondes montrant une jeune fille paralysée se précipitant soudainement dans les bras d'un inconnu, partagée dans tous les fils de discussion privée auxquels la liste des invités du gala avait accès, puis capturée en capture d'écran, puis republiée avec des légendes de plus en plus dramatiques à chaque fois. Et à présent, l'histoire qui y était associée avait pris de l'ampleur. Des héros, réduits au silence à coups d'argent, pour protéger l'image d'un fondateur de start-up. Quelqu'un avait déjà déniché l'ancienne publication Facebook supprimée. Quelqu'un d'autre avait fait le lien entre le nom de Warren et Brooks Auto. Camille en prit conscience avec une clarté qui lui donna la nausée. Ce n'était plus une rumeur. C'était un titre qui n'attendait plus qu'on appuie sur le bouton « Publier ». Le président ne s'attarda pas en politesse. Si l'affaire n'était pas maîtrisée dans les 24 heures, lui dirent-ils sans détour, les deux principaux bailleurs de fonds de l'entreprise étaient prêts à retirer leur financement et à rompre publiquement leurs liens. L'empire que Camille avait bâti au prix de 10 années de journée de 18 heures était soudainement à 2 doigts de s'effondrer à cause d'un cycle d'actualité négative. Tout cela à cause d'une vidéo de 30 secondes que personne n'avait pris la peine de filmer avec autorisation. Warren se tenait là, les bras croisés, sans rien dire. Puis son propre téléphone sonna. C'était son avocat, le même d'ailleurs qui l'avait aidé à signer l'accord de confidentialité 3 ans plus tôt, à l'époque où Warren était trop accablé par le chagrin pour lire au-delà du montant de l'indemnité. Au bout du fil, sa voix était rapide et saccadée. Quelqu'un, selon lui, probablement un membre du conseil d'administration, cherchant à prendre les devants avant que le scandale n'atteigne directement les systèmes neuronaux de Crow, avait signalé anonymement l'ancien accord au département de l'enfance, de la jeunesse et de la famille de Washington, présentant l'indemnité de déménagement comme un revenu non déclaré et soulevant des inquiétudes quant à la stabilité du foyer de Calvin. En réalité, cela n'avait absolument rien à voir avec Calvin. Il s'agissait de faire passer Warren, non pas pour un père lésé, mais plutôt pour un homme qui avait déjà été payé une fois pour disparaître et qui cherchait peut-être à obtenir une deuxième rémunération en le discréditant avant qu'il n'ait pu dire un mot de plus à un journaliste. L'enquête elle-même n'était que préliminaire.
L'avocat avait expliqué que tout signalement anonyme était enregistré et faisait l'objet d'une enquête. Cette procédure relevait de la routine, mais la routine, telle que la décrivait un assistant social, et celle que ressentait Warren au plus profond de lui-même, étaient deux notions très différentes. Et il y avait toujours un risque réel de se voir imposer une période de contrôle sous surveillance, le temps que l'affaire soit éclaircie. Pour la première fois depuis que Chloé lui avait saisi le poignet sous le réverbère, une véritable peur se lut sur le visage de Warren. Non pas la peur de la pauvreté, ni celle du jugement, mais cette vieille peur familière de perdre son fils une seconde fois, au profit d'un système plus puissant que lui. Il avait déjà ressenti cette peur il y a 3 ans, dans le couloir d'un hôpital, lorsqu'un assistant social lui avait posé des questions de routine sur un père récemment veuf, élevant seul son fils. Et il s'était promis, là, dans ce couloir, qu'il ne laisserait plus jamais la paperasse décider qui aurait le droit de garder sa famille unie. Et voilà que cela revenait, sous un en-tête différent, frappant à la même porte. Calvin, tenant toujours la clé à molette qu'il avait apportée du camion sans s'en rendre compte, leva les yeux vers son père avec ce calme particulier, propre à un enfant, qui comprend plus que ne le souhaiteraient les adultes qui l'entourent. Chloé observa toute la scène d'un seul coup d'œil. Elle vit la main de sa mère trembler autour du téléphone pendant la réunion du conseil d'administration. Elle vit Warren pâlir en lisant un SMS de son avocat, et quelque chose en elle, déjà mise à rude épreuve par une nuit qu'aucun enfant de 7 ans n'aurait dû avoir à supporter seul, finit par céder. « J'aurais préféré mourir dans cet incendie, » dit-elle, les mots s'évanouissant à mi-chemin, plutôt que de voir tout le monde avoir aussi peur à cause de moi. Un silence absolu s'installa dans le garage. C'était la chose la plus crue et la plus dévastatrice que quiconque dans cette pièce eût entendue de toute la soirée. Plus lourde que la cicatrice, plus lourde que le contrat, plus lourde que n'importe quelle menace qu'un avocat ou un membre du conseil d'administration put proférer. Un enfant qui avait autrefois été paralysé, qui avait passé 3 ans à réapprendre à marcher, un pas prudent après l'autre, se tenait dans le garage d'un mécanicien, souhaitant ne jamais avoir survécu, si survivre signifiait voir les adultes autour d'elle s'effondrer ainsi. Pendant 3 ans, Chloé avait porté un secret qu'aucun adulte ne lui avait jamais demandé de porter. Ce sentiment silencieux et écrasant que le fait d'être en vie, d'avoir été sauvé, d'être aimé par 2 familles qui s'affrontaient désormais dans un petit garage, était en quelque sorte devenu une dette qu'elle avait envers tous ceux qui l'entouraient. Ce qui, l'espace d'une terrible seconde, avait résonné comme le souhait d'une enfant de disparaître, était en réalité tout le contraire. Une petite fille si pleine d'amour pour sa mère et pour l'homme qui l'avait sauvée, qu'elle préférait disparaître plutôt que de voir l'un ou l'autre s'effondrer à cause de quelque chose qu'elle n'avait jamais choisi. Elle ne demandait pas à mourir, elle demandait, dans le seul langage dont dispose une fillette de 7 ans, que quelque chose d'aussi immense cesse d'être la raison pour laquelle les personnes qu'elle aimait avaient peur. Camille tomba à genoux là, sur le sol en béton, en robe de gala et tout, et tendit les 2 mains vers sa fille. Pendant un long moment, elle resta sans voix. Ce qui la brisa intérieurement, ce n'était pas la décision du conseil d'administration, ni la menace qui pesait sur son entreprise, ni même la vidéo qui se propageait plus vite qu'elle ne pouvait la contenir. C'était la prise de conscience soudaine et totale qu'elle n'avait jamais personnellement menacé qui que ce soit, et que, d'une certaine manière, c'était pire, et non mieux. Il y a 3 ans, dans le brouillard causé par le fait d'avoir failli perdre sa fille, elle avait dit exactement une chose à son équipe. « Occupez-vous-en. Protégez-nous quoi qu'il en coûte. » Elle n'avait jamais demandé une seule fois à quoi cela ressemblait concrètement. Elle ne s'était jamais demandé pourquoi sa propre recherche du héros anonyme n'avait rien donné de plus que ce que ses avocats avaient déjà discrètement enterré. Elle avait bâti une entreprise et une vie sur le principe que si elle faisait simplement confiance à ses collaborateurs pour protéger le nom des Crows, elle n'aurait jamais à connaître elle-même le prix de cette protection. Debout dans ce garage à présent, Gala vêtue de noir, les genoux maculés de crasse, elle comprit enfin que ne pas savoir ne l'avait jamais rendue innocente. Cela n'avait fait que rendre le silence plus efficace. Et cette même machine efficace et obéissante, celle qu'elle avait construite pour la protéger sans jamais lui demander de s'expliquer, venait de faire demi-tour et de repartir à la recherche d'un moyen de la protéger à nouveau. Cette fois-ci,
en essayant d'enterrer Warren une seconde fois avant qu'il ne puisse parler. C'était le deuxième rebondissement, et il pesait plus lourd que le premier. Ce n'était pas seulement que Warren avait été discrètement menacé il y a 3 ans, c'était que la menace n'avait jamais vraiment disparu. Elle avait simplement attendu, patiente comme un huissier de justice, que ce genre de nuit arrive pour être réglé. Warren risquait de perdre à la fois son garage et son fils. Camille risquait de perdre l'entreprise qu'elle avait bâtie à partir de rien. Et Chloé, l'unique enfant que les deux familles avaient tout fait pour protéger, se trouvait au cœur de tout cela. Elle souhaitait secrètement pouvoir disparaître pour que tous les autres puissent retrouver la sécurité. Personne ne bougea pendant un long moment. La lumière fluorescente continuait de bourdonner régulièrement au-dessus de leur tête, indifférente à tout ce qui se déroulait en dessous. Calvin tendit la main sans un mot et prit celle de Chloé, comme on soutiendrait quelqu'un se tenant trop près d'un rebord. Et quelque part dans ce silence, les deux parents, le milliardaire et le mécanicien, la femme qui dirigeait des conseils d'administration et l'homme qui s'occupait d'un compartiment moteur, se regardèrent pour la première fois de la soirée, non pas comme des adversaires, mais comme deux personnes qui avaient chacune, à leur manière distincte et désespérée, tenté de protéger leur enfant d'un monde qui ne cessait de trouver de nouvelles façons de le menacer. La seule question qui restait en suspens dans ce garage était de savoir si l'un d'entre eux avait encore le courage de choisir la vérité plutôt que le contrôle, maintenant que le prix du silence s'était enfin fait pleinement sentir. Warren ne regarda pas Camille lorsqu'il prit enfin la parole. Il regarda Chloé, qui pleurait encore doucement contre l'épaule de sa mère, et sa voix sortit grave et rauque. Chaque mot était posé avec soin, comme un outil remis exactement à sa place sur un établi. « J'ai pris cet argent il y a 3 ans parce que j'avais peur de perdre mon fils, dit-il. Et maintenant, parce que je l'ai pris, je suis sur le point de le perdre de toute façon. Tu vois ça? Le silence n'a protégé personne. Il n'a fait que retarder le mal et le laisser s'amplifier dans l'ombre. » Camille s'agenouilla sur le sol, en béton d'un garage, pour la première fois de sa vie d'adulte. Son tailleur gris anthracite était abîmé. Et elle n'essaya pas de redresser sa posture ni d'adoucir sa voix pour paraître plus posée. Elle la laissa briser. « J'ai eu tort, dit-elle. J'avais peur de perdre l'entreprise. Peur d'être perçue comme la mère qui a laissé sa fille frôler la mort dans un incendie alors qu'elle se trouvait à 3 états de là pour conclure un tour de table. Peur que toute l'image que je m'étais forgée, celle d'une femme capable, maîtresse de la situation, intouchable, s'effondre aux yeux de tous dès que les gens apprendraient à quel point j'avais failli perdre tout ce qui comptait vraiment. Alors, je suis restée silencieuse et j'ai utilisé ta peur de perdre Calvin pour protéger ma propre peur de tout perdre. Je suis désolé. Je ne sais pas comment minimiser cela, alors je n'essaierai pas. » Elle baissa les yeux vers ses mains, qui tremblaient encore légèrement, et ajouta, d'une voix plus calme, presque pour elle-même. « Je me suis dit pendant 3 ans que je protégeais Chloé en ne remuant pas le passé. Je ne lui ai jamais demandé si c'était vraiment ce dont elle avait besoin. Warren n'était pas encore prêt à l'accepter, et il ne fit pas semblant du contraire. Il secoua lentement la tête. Des excuses ne rendent pas à Calvin ces 3 années pendant lesquelles il savait que son père avait sauvé la vie de quelqu'un. Elles ne rendent pas à ta fille une enfance où elle n'aurait pas eu à garder un secret toute seule. C'est Calvin, silencieux toute la soirée, qui a finalement comblé la distance qu'aucun des 2 adultes ne semblait capable de franchir. Il s'approcha de Chloé, lui prit la main avec cette simplicité et cette assurance propre aux enfants, quand les adultes autour d'eux ont oublié à quel point certaines choses sont en réalité simples, et dit « Je ne veux pas que papa perde le garage, et je ne veux pas que tu regrettes d'être ici. Est-ce qu'on peut simplement dire la vérité maintenant, toute la vérité ?» À 10 ans, il avait exprimé en une seule phrase ce qu'aucun de ses parents n'avait réussi à dire de toute la soirée. Chloé baissa les yeux vers leurs mains jointes, puis leva le regard vers Calvin. Et pour la première fois depuis la salle de bal, quelque chose qui ressemblait à un vrai sourire se dessina sur son visage. Petit, hésitant, mais réel. C'était le genre de sourire qui ne vient pas du fait que les choses deviennent plus faciles, mais de la prise de conscience que l'on n'est plus le seul à porter ce fardeau. Quelque chose changea dans la pièce. Camille et Warren se regardèrent. Ils se regardèrent vraiment, peut-être pour la première fois depuis le réverbère. Et l'espace d'un instant, aucun d'eux n'était un fondateur de start-up, ni un président de conseil d'administration de garage,
ni un accord de confidentialité. Ils n'étaient que deux parents qui avaient passé 3 ans chacun à vivre dans la terreur de perdre un enfant, dans des pièces différentes, dans des incendies différents, sans jamais se rendre compte à quel point cette peur était partagée. C'est à ce moment-là que les flashs des appareils photo frappèrent les vitres du garage. Une foule de journalistes locaux, alertés par la vidéo virale, ainsi que 2 membres du conseil d'administration de Camille, qui avaient localisé sa position de la même manière qu'elle avait localisé ses filles, s'étaient rassemblés devant Brooks Auto. Les caméras tournaient déjà. Ce qui allait se passer ensuite ne resterait pas confiné à ce garage. D'une manière ou d'une autre, l'affaire était sur le point de leur échapper complètement. Camille se leva, essuya la graisse sur ses genoux avec le dos de la main et regarda tour à tour Warren et ses 2 enfants. Il ne restait plus en elle aucune réplique préparée, aucune voix de tribune, aucune cadence travaillée, juste une décision simple prise, comme la plupart des vraies décisions se prennent, discrètement et d'un seul coup. « Je ne vais plus contenir tout ça, dit-elle. Je vais dire la vérité, même si cela doit me coûter tout ce que j'ai mis 10 ans à construire. » Chaque affaire que Camille avait conclue, chaque crise à laquelle son entreprise avait survécu, lui avait appris que le contrôle était synonyme de sécurité, que si elle parvenait à bien gérer une histoire, rien en son sein ne pourrait réellement lui nuire. Debout dans ce garage, elle comprit enfin que son raisonnement avait été erroné depuis le début. Plus elle s'était accrochée à son récit, plus cela avait coûté cher à ceux qu'elle aimait le plus. Franchir cette porte pour dire la vérité n'avait rien à voir avec le courage tel qu'on le conçoit dans une salle de réunion. C'était la première fois depuis des années qu'elle choisissait délibérément d'être impuissante. Warren scruta son visage longuement, l'examinant comme on vérifie une réparation avant de faire à nouveau confiance à la voiture sur la route. Ce qu'il y trouva dut suffire, car il fit un petit signe de tête. Pas encore le pardon, pas tout à fait, mais le premier accord sincère pour marcher dans la même direction. Chloé s'essuya le visage avec le dos de la main et se redressa légèrement entre eux, comme on se tient quand on a enfin posé un lourd fardeau. Elle regarda la porte du garage, les flashs qui clignotaient à travers le verre dépoli, et les 2 personnes qui l'aimaient de 2 manières très différentes, très imparfaites. Calvin n'avait toujours pas lâché sa main. Dehors, les journalistes attendaient, leurs appareils photo braqués sur une porte de garage qui ne s'était pas encore ouverte. À l'intérieur, 4 personnes qui venaient de passer une nuit impossible, où 3 années de vérité enfouie s'étaient heurtées, se tenaient ensemble dans le bourdonnement des néons. Aucune d'entre elles n'était tout à fait prête à franchir cette porte, mais pour la première fois de la soirée, aucune ne souhaitait non plus s'en enfuir. Camille tendit la main vers l'autre main de Chloé. Warren posa brièvement sa paume sur l'épaule de son fils. C'était un petit geste, du genre de ceux qui ne figureraient dans aucun titre d'article consacré à cette soirée. Mais c'était la première chose sincère que l'un ou l'autre des parents ait faite depuis le moment où la chaise de Chloé avait craqué contre le pied de cette chaise dans la salle de bal. Quoi qu'il les attendît de l'autre côté de cette porte, ils allaient enfin y faire face, tout comme ils auraient dû affronter l'incendie 3 ans plus tôt, ensemble, au grand jour, sans rien laisser cacher dans une boîte rouillée sous le plancher, ni enfoui dans un contrat que personne n'était censé relire. La porte du garage grinça lorsque Warren saisit la poignée. Quelque part derrière lui, Chloé prit une inspiration qui tremblait bien moins que les précédentes. Il était temps d'arrêter de protéger l'histoire que tout le monde avait construite et de commencer à raconter celle qui était réellement vraie. Chloé s'essuya le visage avec le dos de la main et prit une inspiration si profonde qu'elle sembla stabiliser toute la pièce autour d'elle. Puis, elle fit quelque chose à laquelle personne ne s'attendait, pas même Camille, qui avait passé 3 ans à assister à chaque séance de kinésithérapie, notant chaque centimètre de progrès dans un classeur qu'elle gardait sur sa table de chevet. Elle se leva toute seule. Pas de mur, pas de fauteuil roulant, pas de main sous son coude. Elle se tenait debout, pleinement et avec aisance, comme le fait une personne qui a enfin cessé d'attendre la permission. Elle ne s'est pas précipitée vers Warren, comme toute la soirée semblait l'annoncer. Elle a marché lentement et d'un pas assuré, puis a pris sa main dans l'une des siennes. Ensuite, elle s'est retournée et a pris la main de sa mère dans l'autre, et elle les entraîna tous les 2 vers la porte du garage, vers les caméras, vers les flashs, vers la vérité qui attendait depuis 3 ans d'être dite à haute voix. Chloé s'avança la première devant les journalistes, toujours vêtue de sa robe de soirée froissée, le menton levé,
la voix plus assurée que quiconque dans ce garage n'aurait eu le droit de l'attendre de la part d'une fillette de 7 ans. « Voici l'homme qui m'a sauvé la nuit de l'incendie, » dit-elle. « Il s'appelle Warren Brooks, et voici ma maman. Plus personne n'a à se taire ni à avoir peur à cause de moi. » Tous les rebondissements qui avaient précédé celui-ci, le poignet balafré, le contrat caché, l'ultimatum du conseil d'administration, l'enquête sur la garde, n'avaient fait que mener à ce moment. La vidéo qui avait déclenché toute cette soirée n'avait été que l'étincelle. Le contrat avait servi de petit bois, et l'appel du conseil d'administration, motivé par la crainte de perdre Calvin, avait été le feu qui s'était pleinement embrasé. Mais c'était cet instant-là, celui où une enfant à qui l'on avait un jour dit qu'elle ne remarcherait peut-être jamais, se tenait debout, bien stable, sur ses 2 pieds, tenant les mains à la fois de l'homme qui l'avait sauvée et de la mère qui avait failli laisser la peur lui coûter tout ce qu'elle avait, qui brillait le plus fort de tous. Et c'était le seul moment que personne dans ce garage ne pourrait jamais effacer ni enterrer à nouveau en silence. Camille avait perdu ce qu'elle craignait le plus de perdre, le contrôle de sa propre histoire. Warren avait perdu ce qu'il utilisait pour protéger son fils, la sécurité que lui procurait le fait de rester invisible. Mais ce qu'ils avaient regagné en se tenant là, devant les caméras, dépassait de loin chacune de ses pertes. Chloé n'avait plus à porter ce secret toute seule. Calvin n'avait plus à se demander si son père allait disparaître, comme l'histoire de l'incendie avait autrefois disparu. Et pour la première fois depuis 3 ans, personne dans ce garage n'avait plus de cicatrices à cacher sous une manche. 3 mois plus tard, lors de la cérémonie Second Step, Gayla revint dans la même salle de bal baignée de lumière dorée du Fairmont olympique. Cette fois, Camille n'entama pas son discours par une phrase toute faite sur les produits ou les levées de fonds. Elle dit simplement « L'homme qui a sauvé ma fille n'a jamais été anonyme. Il s'appelle Warren Brooks. Et pendant 3 ans, c'était à cause de moi que personne ne le savait. » Warren se tenait près du premier rang, une main posée sur l'épaule de Calvin, l'autre tenant celle de Chloé, qui se tenait grande et droite à ses côtés. Cette fois, il n'a pas rabattu sa manche. La cicatrice sur son poignet était clairement éclairée par les projecteurs, à la vue de tous, comme le sont toutes les vieilles blessures lorsqu'une personne cesse enfin d'avoir honte d'y avoir survécu. Chloé lui sourit, le premier sourire de toute la soirée qui ne portait pas le poids d'un secret. L'enquête sur la garde s'était conclue en moins d'1 semaine, dans le calme une fois la vérité révélée, et Camille elle-même avait fourni une déclaration dissipant toutes les ombres que l'ancien contrat avait projetées. Brooks Auto resta ouvert. Le conseil d'administration de Camille, d'abord ébranlé par les gros titres, constata au contraire que cette honnêteté rassurait davantage qu'elle n'ébranlait. Il s'est avéré que les investisseurs faisaient bien plus confiance à une fondatrice qui disait la vérité sous pression qu'à celle qui tentait de contourner le problème. Calvin avait commencé à passer certains samedis au bureau de Crow, plus intéressé par le laboratoire de robotique que par le reste, tandis que Chloé s'était mise à apprendre les bases de la réparation de moteurs auprès de Warren, un boulon à la fois, dans le même garage où toute la vérité avait finalement été révélée. Cette histoire nous rappelle que le silence, même lorsqu'il semble être une protection, peut devenir plus pesant que la vérité qu'il était censé préserver. Camille pensait qu'en gardant le silence pendant 3 ans, elle protégerait sa famille. Au lieu de cela, cela a failli lui coûter les personnes qu'elle aimait le plus. Et il a fallu le courage d'une fillette de 7 ans pour prouver que la vérité, même tardive, est plus forte que n'importe quelle histoire inventée pour la protéger. La plupart d'entre nous portons en nous une forme ou une autre de ce même silence. Une chose que nous avons l'intention de dire, mais que nous repoussons sans cesse, en nous disant que ce sera plus facile plus tard. Ce n'est presque jamais le cas. S'il y a quelqu'un dans votre vie que vous protégez par le silence, cette semaine est celle où il faut changer cela. Pas par un geste grandiose, mais par quelque chose de petit et de précis. Ce soir, avant de vous coucher, asseyez-vous à la table de la cuisine avec une tasse de café et la boîte de cartes vierges qui se trouve dans le tiroir du placard de l'entrée. Celle de la pharmacie que vous ne trouvez jamais le temps d'utiliser. Écrivez une chose sincère que vous aviez envie de dire à un petit enfant de Denver que vous n'avez pas remercié de vous appeler tous les dimanches, à un voisin qui a déblayé votre allée tout l'hiver sans que vous le lui demandiez, à une sœur à qui vous n'avez pas parlé franchement depuis le décès de votre mari. Puis postez-la. Pas un SMS, une vraie carte avec un timbre.
Une lettre que quelqu'un peut tenir entre ses mains dans sa propre cuisine a plus d'importance que des mots qui défilent à l'écran et disparaissent. Si c'est des excuses que vous avez sur le cœur, n'attendez pas la phrase parfaite. Décrochez le téléphone et dites la première chose sincère qui vous vient à l'esprit. Le silence a rarement besoin d'éloquence pour prendre fin. Il suffit d'une voix prête à faire le premier pas. La guérison arrive rarement sur une scène sous les projecteurs. Elle s'installe dans une honnêteté modeste et délibérée. Une carte posée sur la table de la cuisine plutôt qu'un au revoir répété. Un coup de fil plutôt qu'une nouvelle année passée à attendre le bon moment. Quelque part ce soir, quelqu'un que vous aimez attend toujours que vous cessiez de le protéger par le silence et que vous lui disiez simplement la vérité à la place. De vraies personnes ont écrit ces textes avec passion et détermination pour susciter la réflexion et le changement. L'IA n'était qu'un outil utile qui a peaufiné la formulation, en veillant à ce que des messages profonds, mais concrets, sur le respect, la rédemption et la dignité humaine au sein de la famille touchent le plus grand nombre de cœurs possible.